Un troisième véhicule en fait les frais, encore un autre téléphone dérobé. La pêche est bonne apparemment aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il se fera arrêter, lui et sa bande, quelques minutes plus tard, par des agents de police en liaison radio simultanée avec la salle des opérations pour vérifier si les individus interpellés sont bien ceux visés. Une fois la confirmation établie, ces derniers signalent à l'hélico que c'est bon, une mission parfaitement accomplie de part et d'autre. Mais la nouveauté à l'unité aérienne est l'acquisition d'un nouvel engin, un autre hélico beaucoup plus performant et plus puissant que l'écureuil AS-355N. C'est pourquoi l'unité aérienne a décidé d'augmenter son effectif. 20 nouveaux pilotes sont en formation afin de rejoindre les 8 autres pilotes de la base qui ont eu leur qualification en Italie chez le constructeur pour le nouvel appareil. On a 8 pilotes qui sont déjà formés en Italie pour une qualification de 2 mois et demi concernant cet appareil. Et des opérateurs aussi pour la nouvelle caméra, le X15 HD, c'est pour un mois, pour 10 opérateurs pour un mois, toujours en Italie. On a aussi 20 pilotes qui sont en Angleterre pour le moment, ils finissent leur formation de base de pilotage. Après, ils vont repartir en Italie pour refaire une deuxième qualification pour se spécifier sur cet appareil. L'unité aérienne de la Sûreté nationale a aujourd'hui en perspective la création de 2 bases annexes qui seront mises en place à Oran et Constantine, en plus d'une unité nomade dotée de tous les moyens pour intervenir sur n'importe quel point du territoire national. Car il faut dire que la criminalité à Alger s'accroît d'année en année. Du simple vol au vol qualifié, aux différentes agressions, kidnappings et crimes. Surtout au grand banditisme, des affaires auxquelles doivent faire face les différents services de la police quotidiennement. La Sûreté de Wilaya d'Alger a enregistré au premier trimestre de cette année 10 699 affaires contre 10 334 à la même période en 2011. Elles concernent essentiellement des affaires de coups et blessures volontaires, de port d'armes prohibées et de vol. Même si ces chiffres sont en hausse, la résolution des affaires l'est également. On retrouve 65% d'affaires classées pour le premier trimestre 2012 contre 60% au même trimestre de l'an dernier. La police scientifique a un rôle déterminant dans la résolution des différentes affaires, essentiellement criminelles. Direction donc le siège de la police judiciaire et scientifique situé à Ben Aknoun. On entamera donc notre reportage par le département d'identification génétique et ADN créé en 2004. Alors comment fonctionne ce service et quelles sont leurs dernières acquisitions scientifiques? Une biologiste nous explique les procédés à suivre dès la réception des scellés. D'abord, on enregistre le scellé sur la base de données informatiques, puis on le transmet dans un labo pour son ouverture. On prend toutes les précautions pour ne pas abîmer la preuve. On détermine les différentes traces biologiques. Ensuite, le scientifique se met à photographier la preuve sous tous ses angles. Puis, on l'envoie au labo d'extraction, une salle avec plusieurs appareils et un microscope. Donc, après avoir effectué les tests préliminaires et recherché les traces biologiques et les avoir déterminées, à ce niveau-là, le manipulateur ou le spécialiste commence à effectuer l'extraction de l'ADN à partir de ces traces biologiques. Donc, pour l'extraction de l'ADN, il faut travailler sous hotte, il faut mettre tous les éléments de protection nécessaires, comme vous voyez, la charlotte, le masque, les gants, et ceci afin de ne pas contaminer nos échantillons. Donc ce microscope est utilisé afin de rechercher les traces de sperme sur différents supports. Donc les visualiser, effectuer le prélèvement sur des lames et faire une recherche microscopique. Une fois l'extraction de l'ADN faite, on passe à une autre étape, la quantification qui se fait dans un autre labo. Cette opération consiste à avoir tout simplement la quantité exacte de l'ADN grâce à un appareil acquis en 2007. S'ensuivent d'autres étapes. Donc après avoir recherché nos traces biologiques, les avoir délimitées, les différentes traces biologiques qui sont traces de sang, sperme, cheveux, etc. Après avoir délimité nos traces biologiques, on effectue une extraction de l'ADN.
Après avoir extrait notre ADN, on arrive dans cette salle, là où on effectue une quantification de notre ADN. Donc on quantifie notre ADN à l'aide de la Real-Time PCR qui a été acquise en 2007. Donc on a changé pour une technique on utilisait avant le quantiblot, pardon. On a changé pour une technique plus précise et plus performante qui est la Real-Time PCR. Donc après quantifier nos ADN, on va ensuite effectuer une normalisation, donc une dilution de nos extractomes. Donc si on trouve une grande quantité d'ADN, on doit diluer. Si on trouve une petite quantité d'ADN, on doit concentrer nos ADN, et ceci afin d'effectuer la prochaine étape qui est l'amplification de l'ADN. On peut effectuer aussi la quantification à l'aide d'un automate. Donc l'automate nous aide à augmenter le flux de travail. Donc en faisant passer plusieurs échantillons à la fois. Il fait passer plus de 97 échantillons à la fois en un temps record qui ne dépasse pas les 20 minutes. L'automate qui est donc à laisser dans ces labos sera prochainement à titre officiel une acquisition de la police scientifique. On a cet automate à titre d'essai. On compte l'acquérir prochainement en perspective d'automatiser toute la chaîne trace, et ceci afin d'être plus rapide et plus efficace. Dernière étape, l'électrophorèse capillaire. Donc la finalité des étapes de l'expertise ADN s'effectue dans cette salle, là où on effectue notre électrophorèse capillaire, et c'est à ce niveau-là où on détermine notre profil génétique à partir des traces et des comparaisons. Donc on fait migrer nos échantillons ADN dans ces séquenceurs qui sont à la fin analysés et déterminés en tant que profil génétique. Une fois le profil génétique déterminé, s'ensuit une comparaison avec les profils génétiques des personnes suspectées. On travaille en collaboration avec les services actifs qui sont en train de mener une enquête. Ils ont des suspects présumés auteurs dans cette affaire pénale. Donc ils sont acheminés au niveau du laboratoire. On leur effectue un prélèvement buccal. On effectue notre analyse aussi. On détermine leur profil génétique correspondant à ces personnes. À la fin, on compare le profil génétique récupéré ou obtenu à partir de la trace récupérée de la scène de crime, par exemple sur le goulot de la bouteille. On le compare avec les présumés auteurs et on va voir s'il y a une concordance de profil génétique ou une discordance de profil génétique. On informe les services actifs qui mènent leur enquête et suivent l'enquête par rapport aux résultats obtenus. Le département d'identification génétique a traité 586 affaires sur 845 en 2011, soit plus de 69% des réquisitions reçues, en majorité de la part des services de police, des tribunaux et enfin de la gendarmerie nationale. Donc on a une masse énorme de travail. On était le seul laboratoire sur le territoire national. Donc récemment, il y a eu le laboratoire de gendarmerie. Une fois la visite de ce département terminée, nous demandons des exemples d'affaires traitées par le département. On nous en propose 3, toutes des affaires criminelles. L'une sur un accident mortel avec délit de fuite. Une autre concerne un viol suivi d'un homicide volontaire par strangulation. Et enfin, une affaire d'homicide volontaire avec préméditation. Cette affaire remonte au 10 mai 2011 où le corps sans vie de la nommée GH a été découvert dans son domicile par sa sœur. Aucune trace d'infraction n'a été révélée et l'examen direct du médecin légiste a montré que la victime a été poignardée plusieurs fois au thorax, au dos, avec un coup mortel au niveau du crâne. Des prélèvements ont été effectués sur la victime et sur le véhicule de l'indéfunte. Différentes pièces de conviction ont été récupérées sur la scène de crime et acheminées au laboratoire. Les investigations menées par le service enquêteur a permis d'arrêter 3 suspects. Et l'expertise d'empreintes génétiques ADN effectuée sur les différents prélèvements a permis d'obtenir un même profil génétique obtenu à partir de 2 pièces à conviction. Il concorde au profil génétique du suspect numéro 1. Alors que le prélèvement effectué sous les ongles de la victime a permis d'établir 2 profils génétiques, l'un majoritaire appartenant à la victime, l'autre minoritaire concordait avec celui, encore une fois, du suspect numéro 1. Un autre profil génétique a été obtenu à partir des traces de salive révélées sur une canette de bière retrouvée sur la scène de crime. Ce profil concorde avec le profil génétique du suspect numéro 3. Et c'est sur la base de ces résultats probants de preuves criminalistiques que les suspects numéro 1 et numéro 3 ont été condamnés. L'affaire a été élucidée le 1er juin 2011, soit 20 jours après l'avoir reçue. Le département balistique de la police est l'un des plus performants. Il est classé 5e au monde dans la catégorie affaires classées ou rapprochement d'affaires réalisées. Ce département a résolu 224 affaires en 2011 sur les 345 reçues.
contre 159 affaires résolues en 2010 sur les 329 reçues. Nous sommes donc allés voir de nos propres yeux l'efficacité de ce service ainsi que les équipements avec lesquels il travaille. À notre arrivée, on remarque les différentes gratifications internationales du département ainsi que plusieurs microscopes et ordinateurs. On nous présente alors le système IBIS première génération, un système d'identification balistique en 2 dimensions qui remplace le microscope de comparaison manuel. C'est des microscopes qui sont dotés d'un appareil photonumérique qui nous permet de fixer les traces localisées sur les douilles et sur les balles. Au départ, on travaillait avec ces équipements, donc on n'avait pas un nombre assez important. Donc on traitait jusqu'à 50 à 80 affaires par an. Mais à partir des années 90, le taux d'affaires a considérablement augmenté. Et ce, depuis l'apparition du terrorisme en Algérie. Donc le nombre d'affaires, il a quasiment augmenté. Et on traitait en moyenne entre 500 et 900 affaires par année. Donc le principe de ce système, c'est de faciliter le travail de l'expert, contrairement au microscope de comparaison. En ce qui concerne une affaire classique, donc le délai ne doit pas excéder 1 semaine avec le microscope de comparaison. Et quand c'est une affaire d'attentat terroriste, ça dépend de l'ampleur ou le nombre de pièces qu'on récupère sur les lieux. Donc ça peut aller avec le microscope de comparaison jusqu'à 1 mois au maximum. Mais avec les équipements IBIS, les équipements technologiques qu'on a acquis, ça ne dépasse pas 1 semaine. Pas peu fiers, les policiers nous présentent leur dernière acquisition, le système IBIS Trax 3D, une nouvelle technologie qui a facilité un peu plus leur travail. Le 3e système, il est un peu différent de celui-là. C'est un système qui fonctionne en 3 dimensions. Vous savez que dans la plupart des cas, on reçoit des balles fragmentées, on reçoit des fragments de balles et ces fragments ne contiennent pas assez d'informations. Donc grâce à la technologie 3D, on peut visualiser ces indices et les faire parler si vous voulez. Et c'est l'ordinateur qui fait tout le travail? L'ordinateur, il fait le travail de tri. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que c'est des algorithmes mathématiques. Donc tout ce qui est ressemblance, l'ordinateur le fait monter en surface. Donc les autres pièces sont éliminées, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas lieu de les regarder ou de les exploiter. Donc ce qui nous propose l'ordinateur, c'est ces résultats qui sont probables à l'identification. Maintenant, il y a le rôle de l'expert. C'est l'expert qui a le dernier mot pour confirmer les résultats. Des empreintes balistiques aux empreintes digitales, il n'y a qu'un pas. Non, plutôt des centaines de pas, car le laboratoire de dactylotechnie se trouve dans un autre immeuble, mitoyen l'immeuble où l'on se trouvait. À notre arrivée, nous découvrons une équipe en pleine activité. Un technicien de scène de crime travaille sur une valise. Nous suivons tout bonnement l'opération. Cet appareil est un MVC 3000 acquis en février 2012, une acquisition récente qui permet de révéler toutes les empreintes après un traitement physico-chimique sur n'importe quel support. C'est après un traitement physico-chimique pour la révélation des empreintes digitales. Là, on a la phase visualisation optique. Après la visualisation, on a des endroits où on a des empreintes exploitables. C'est des empreintes exploitables. Bon, c'est après la phase de la révélation, ou de la visualisation d'empreintes, on a le traitement de l'empreinte. C'est avec le système DCS3 pour améliorer l'empreinte digitale. Toutes ces données sont enregistrées et classées dans le système base de données AFIS. Il existe également au niveau de ce département une base de données pour les empreintes de pas. Mais s'il fallait parler de département ou de service des plus récents chez la police scientifique, c'est bien celui créé pour combattre une nouvelle forme de criminalité, celle liée à l'informatique et à la téléphonie mobile. Le département spécialisé en exploitation des preuves numériques a été créé en 2009 pour combattre cette nouvelle criminalité qui a l'air des nouvelles avancées scientifiques et technologiques.
Une criminalité sans frontières qui connaît son apogée ces 10 dernières années, avec plusieurs opérations de piratage. Les hackers ou les pirates n'ont aucun scrupule à pirater les différents systèmes des entreprises ou même des particuliers via les différents réseaux sociaux existants sur Internet. On retrouve plusieurs affaires liées par exemple à des piratages de sites web d'entreprises ou encore des cas où l'on transforme des images et des photos de particuliers et même parfois des affaires liées à des insultes, injures et menaces par messagerie électronique. Le département a traité en 2011 186 affaires contre 104 en 2010. On retrouve 69 affaires qui concernent l'exploitation des micro-ordinateurs ou supports numériques et réseaux en 2011 contre 36 en 2010. Alors quels sont concrètement les moyens alloués à ce département pour faire face à cette nouvelle forme de criminalité ? Le département d'exploitation des preuves numériques possède dans ses locaux des moyens importants qui leur permettent d'être efficaces et rapides dans les traitements des affaires. Dans le domaine de la récupération de la preuve numérique, la DGSN a acquis un système pour la récupération des données, surtout les supports numériques. Le système est composé en deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle est composée de deux valises, une valise pour la station mobile et une valise pour la station fixe, qui est utilisée dans le laboratoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par mobile et fixe? Mobile et fixe est utilisé dans les missions hors le département, hors le laboratoire scientifique. Donc ça c'est mobile? Voilà, c'est mobile. Et la fixe c'est ici? La fixe, on l'utilise ici. Et ici, pour la récupération des données, on est sollicité par les services actifs pour l'analyse ou l'exploitation de ces supports numériques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement? C'est un matériel spécifique qui est utilisé dans le domaine de la récupération de données. On nous fait une petite démonstration. Après l'extraction des disques durs de l'unité centrale du suspect, on relie le disque dur, l'image du disque dur à notre système, par un fast block, par un système de blocage pour ne pas altérer ou modifier la preuve. Après le branchement du disque dur à notre système, on utilise un logiciel pour l'exploitation et la récupération des données sur le disque. On retrouve le même mode opératoire pour les téléphones portables. Rien n'échappe aux ingénieurs, pas même les données qu'on pense avoir supprimées. Pour la téléphonie mobile, c'est-à-dire les téléphones portables, les iPhones, les smartphones, donc les différents types utilisés dans la téléphonie mobile, on utilise un système forensique. C'est un système composé d'un matériel transportable, c'est-à-dire on peut faire les extractions, la récupération des données de ces téléphones sur place, ou comme on peut faire des expertises au niveau de ce laboratoire. Donc ce matériel est un ensemble de connecteurs, d'adaptateurs, plus une partie logicielle qui est le cœur de ce système. À travers ce système, on peut connecter un téléphone portable, c'est-à-dire on va récupérer les données contenues dans la mémoire interne d'un téléphone portable. Et en même temps, on peut récupérer toutes les données contenues dans une carte SIM ou une carte mémoire. Même celles qui ont été effacées? Exactement. Donc pour les données effacées, on peut utiliser ce qu'on appelle l'extraction physique pour récupérer toutes les données effacées ou supprimées. Alors si on parlait un peu de normes internationales, on en est où? À quel niveau? Ce système, il respecte les normes forensiques, c'est-à-dire pas de modification sur la preuve initiale. Donc la chaîne de preuve est respectée en totalité à travers ce système. Ce système forensique est utilisé comment au niveau mondial? Il est classé parmi les premiers, les meilleurs Pour ce système, il est le LiDAR au monde forensique, donc il est utilisé généralement sur la majorité des polices du monde. Il est reconnu partout. Donc on est au top des technologies. Oui. Nous terminons
continuons donc notre enquête chez la police scientifique et judiciaire avec une dernière interview avec le chef du service central de l'identité judiciaire, et ce, pour avoir des réponses à d'autres questions qui sont restées en suspens, comme celles liées aux bases de données du département empreintes génétiques et ADN, qui reposent particulièrement sur les différents prélèvements établis sur les présumés suspects. Alors peut-on réellement parler de bases de données ? C'est universellement connu. C'est-à-dire qu'on départ sur un point zéro pour arriver à un point final. Donc le point final, c'est la constitution des bases de données qu'on puisse exploiter à travers ces bases de données, qu'on puisse exploiter tout ce qui a été commis sur un certain nombre d'années. Donc la GRI, comme c'est une nouvelle technologie, évidemment, c'est balisé, tout est balisé. Donc il y a un début. Le début, c'est mettre en place un laboratoire de biologie moléculaire, ADN. Ensuite, former des personnes qui puissent maîtriser ces technologies. Ensuite, il y a une étape suivante, c'est la constitution des bases de données. Qui est en train de se faire actuellement. Tout à fait. Donc là, c'est des opérations qui sont universellement admises, qui sont universellement, disons, c'est standardisé. Donc là, la police scientifique algérienne, elle suit tout ce qui concerne les standards internationaux. Finalement, le chef finira par nous expliquer qu'une commission a été créée dans ce sens-là au niveau du ministère de la Justice. Sur la base de données, il y a toujours une commission qui est constituée au niveau du ministère de la Justice, qui est composée de spécialistes de la police scientifique, de juristes, de magistrats, qui vont traiter de cet aspect et qui vont baliser par une assise juridique tout ce qui concerne les prélèvements, la transmission, la conservation, c'est-à-dire que la loi n'existe pas en fait. Génétique. La loi, bien sûr, elle est en voie, Il y a tout, il y a une commission qui est créée. C'est une question de temps et ça va être rapidement lancé. En attendant la certification, la police scientifique reste au diapason de tout ce qui se fait en Europe. Nous avons été audités par des spécialistes européens et que le laboratoire est aux normes et aux standards internationaux. Donc les équipements qui sont au niveau des laboratoires sont aux standards internationaux. Le personnel est aux standards internationaux. Bien sûr, et par la suite, il va être certifié. C'est par rapport à certaines données universelles. Mais toujours est-il que nous sommes toujours au diapason des nouvelles techniques et des technologies récentes. Aujourd'hui, la police scientifique est en phase de moderniser son système automatique d'identification des empreintes digitales par un système plus performant qui est celui de la biométrie. Il permettra à coup sûr une résolution plus rapide des affaires qu'elle reçoit. C'était donc une enquête sur la police et ses différentes évolutions. Et comme vous avez pu le constater, la sécurité est indissociable des nouvelles technologies scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale qui a accepté de nous accueillir. Le décor est donc planté. Nous avons en notre compagnie le commissaire principal Makouf Zindine, directeur central des moyens techniques, le commissaire Brahiti Hamza qui est responsable adjoint du département identification génétique et le commissaire principal Yahyaoui Abdelmajid, chef des opérations à l'unité aérienne de la Sûreté nationale. Donc bonsoir messieurs, merci d'accepter notre invitation et surtout merci de nous avoir accueillis au sein de vos unités et directions respectives. Donc je commencerai avec la première question en m'adressant au commissaire principal Makouf Zinedine. Vous êtes directeur central des moyens techniques. Bonsoir monsieur. Alors, Monsieur Makouf Zindine, selon la sûreté de Wilaya d'Alger, la capitale compte plus de 70 caméras de surveillance au niveau de la capitale. Alors, cela paraît peu en comparaison à la superficie d'Alger. Alors, est-ce que la DGSN compte se munir d'un nombre plus important de caméras de surveillance ? Le nombre que vous avez cité est largement dépassé actuellement. Pour la capitale, il y a un nombre très important au niveau de la capitale. Leur positionnement a été choisi d'une manière pour assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment les carrefours, les édifices publics et les points sensibles.
Alors, est-ce que le chiffre va doubler, va tripler? Justement, actuellement, pour la capitale, une deuxième tranche est en cours de réalisation pour compléter le nombre déjà installé pour la première tranche. Cette opération sera généralisée en fur et à mesure pour toucher l'ensemble des grandes wilayas, notamment la wilaya d'Oran, Constantine et Annaba. À noter que le stade Shahid Hamlaoui, l'opération est en cours pour la réalisation d'une solution de télésurveillance avec un report d'image direct à la salle des opérations de la cité de Wilaya de Constantine. D'accord, merci. Alors, une toute autre question, elle concerne le système LAPI, qui est le système de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Alors, ce système a fait ses preuves, il est performant. Malheureusement, il n'en existe qu'un seul qui est embarqué au niveau d'un véhicule de police. Alors, est-ce que la DGSN compte justement généraliser ce système? D'accord. Le LAPI, tout d'abord, il s'agit bien d'une fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est une intelligence couplée avec des caméras numérique permis une capture des plaques d'immatriculation et de comparer cette plaque par rapport à une base de données centralisée hébergée au niveau de notre data center de la DGS. D'accord. Néanmoins, quelques réels, quelques points, il nous faut des solutions mobiles telles que le LAPI embarqué sur véhicule. Cette opération sera généralisée en fur et à mesure pour toucher l'ensemble des wilayas. D'ici l'année prochaine, peut-être, oui, non? En fur et à mesure, selon c'est-à-dire les crédits alloués à la DGSN. Alors, on a une dernière question qui concerne le budget alloué aux nouvelles technologies scientifiques. Alors, peut-on parler d'un budget alloué à ces nouvelles technologies aujourd'hui? Concernant le budget, c'est un budget alloué à la DGSN globalement. Donc chaque direction, selon la demande? Selon la demande, chaque direction a c'est-à-dire un budget propre à elle. Mais la notification du budget de manière globale, c'est une notification globale propre à la DGSN. Voilà, donc merci monsieur. Alors voilà, je m'adresse maintenant au commissaire principal Yahyaoui Abdelmajid, qui est chef des opérations à l'unité aérienne de la Sûreté nationale. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors je commencerai avec la première question. La Sûreté nationale prévoit d'agrandir son unité aérienne en créant d'autres bases, en l'occurrence une à Oran et une à Constantine, avec en plus une unité nomade. Alors à quand leur création exactement et seront-elles prêtes sur le plan humain et matériel? Effectivement, dans le cadre du développement des moyens de la Sûreté nationale, deux unités aériennes à vocation régionale sont en cours de réalisation, et ce, dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014. Et je vous informe que pour l'unité régionale de l'Ouest à Oran, l'appel d'offres pour la réalisation des infrastructures a été lancé, et je pense que ce sera concrétisé incessamment, Inch'Allah. Donc la réception se fera en 2014 concrètement, selon le cahier des charges. D'accord, ok. Et concernant l'unité nomade? L'unité nomade, c'est un terme qu'on utilise pour donner un nom à une unité qui peut se déplacer avec tous ses moyens. Cette unité nomade, elle fait partie de l'unité d'Alger, qui est la plus importante, et elle peut se déplacer en cas d'urgence. En cas d'urgence, c'est ça, avec tous les moyens. Alors aujourd'hui, vous êtes 8 pilotes confirmés au niveau de l'unité aérienne de la base d'Alger. 20 autres sont en formation. Est-ce que vous pensez que le nombre de cet effectif est suffisant, va suffire? C'est dans le cadre, je vous informe qu'on est en train d'acquérir 10 nouveaux hélicoptères. Et c'est dans ce cadre qu'on a lancé une formation de 20 pilotes à un moyen cours. Et à moyenne échéance, on va former 30 pilotes à raison de 10 pilotes par année. C'est ça, c'est pour subvenir aux besoins pour l'utilisation des 10 nouveaux hélicoptères. Alors, merci Monsieur Yahyaoui. Je m'adresse maintenant au commissaire Brahiti Hamza. Vous êtes responsable adjoint du département identification génétique. Alors, première question. Aujourd'hui, la police compte un seul laboratoire de biologie légale pour les empreintes génétiques et ADN. Alors, elle prend en charge l'ensemble des affaires reçues au niveau du territoire national. Alors, ne pensez-vous pas que la charge de travail est énorme pour ce service, pour ce département? Oui, le département d'identification génétique
et installé en 2004. Et depuis cette date, il n'a pas cessé d'évoluer et d'être renforcé. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine du matériel et des équipements, que ce soit au niveau humain. Nous avons acquis récemment un automate qui permet d'analyser 90 échantillons en 3 heures. Et en termes de ressources humaines, nous avons environ 40 experts issus de l'université algérienne et formés dans les laboratoires de renommée internationale tels qu'en France, en Espagne ou en Belgique. Alors pensez-vous créer d'autres laboratoires dans un futur proche? Effectivement, dans son plan d'action, la DGSN a prévu l'installation et la création de laboratoires régionaux à Béchar et à Tamarasset, dont l'avancement des travaux est très important. Également, c'est prévu que les laboratoires régionaux d'Oran et de Constantine soient consolidés et délocalisés dans de nouvelles structures. Alors, le laboratoire, vous en avez parlé tout à l'heure, détient un automate pour la quantification de l'ADN. Il est à l'essai apparemment depuis plusieurs années. Alors, qu'attend la DGSN pour acquérir ce genre de technologie? Oui, effectivement. Nous avons un automate qui sert à la quantification depuis 2010. Mais il faut savoir que dans tout processus d'automatisation, il faut une période ou un délai de familiarisation et de maîtrise de la technicité, ce qui permettra aux experts d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leurs fonctions. Par ailleurs, en prenant exemple la France, elle a installé l'analyse ADN en 1988 et elle n'a automatisé le processus trace qu'en 2010. Donc il faut prendre tout son temps pour automatiser et acquérir les meilleures technologies dans le domaine. Alors merci Monsieur Barghiti pour toutes ces précisions. Voilà, donc c'était la dernière question. Merci messieurs encore une fois d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé un peu plus sur votre métier. Et merci à vous de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro d'Enquête de vérité.